Je suis un camionneur longue distance. J'ai vu traiter beaucoup de choses étranges et effrayantes. Je voyageais dans le Nevada, aux États-Unis, en direction de Portland, dans l'Oregon, pour une livraison. Il était environ 1h30 du matin et je devais m'arrêter et prendre ma pause d'une demi-heure. J'ai trouvé un endroit large, je suis parti, j'ai mis à jour mon journal et je me suis préparé un sandwich. Pendant que je mangeais le dit sandwich, j'ai remarqué un véhicule qui s'arrêtait derrière moi. Je ne m'en inquiétais pas trop, mais je gardais un œil dessus pendant que je mangeais. Puis c'est devenu étrange. J'ai remarqué une silhouette dans les phares du véhicule qui s'approchait du côté conducteur arrière de ma remorque, s'arrêtait et avait l'air de frotter l'arrière de ma remorque avec ses mains. Méfiant, j'ai sorti le pistolet de mon coffre-fort et l'ai remis dans ma couchette. Je l'ai armé et verrouillé, je l'ai glissé derrière ma ceinture et j'ai commencé à sortir de mon équipement. J'ai reculé d'environ 10 pieds. J'ai gardé ma main sur la crosse de mon pistolet et j'ai allumé ma lampe de poche, la pointant sur la personne. C'était un homme d'apparence bizarre, vêtu d'un trench coat blanchâtre et sale, avec de longs cheveux épars et chauves sur le dessus. Il frottait quelque chose sur le côté de ma caravane. Je lui ai crié d'arrêter ce qu'il faisait. Il m'a regardé, a souri et, sans détourner son regard de moi, a commencé à marcher vers moi. Je reculai jusqu'à ma porte, gardant la main sur mon pistolet mais ne le retirant pas. Je n'avais pas l'impression que ma vie était en danger à ce moment-là. J'ai ouvert ma porte, je suis monté dans ma plateforme, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le mec s'est approché de ma porte, m'a regardé, toujours avec un sourire narquois. Je me dis, qu'est-ce que ce mec est déjanté? Je pense que ma pause d'une demi-heure est terminée et qu'il est temps de partir. Cependant, pendant que je le regarde et que je m'apprête à tourner la clé, je sens mon camion basculer. Je saute et regarde le rétroviseur côté conducteur. Rien. Je regarde pour vérifier mon rétroviseur côté passager. Et là, sur ma marche, le visage appuyé contre la vitre côté passager, se trouve une réplique bizarre et parfaite d'une vieille sorcière, souriante, les dents pourries, inclinant la tête à gauche puis à droite, s'embuant. Ma fenêtre. Inutile de dire que j'ai presque sucé mon siège, mais ce n'est pas fini. Le mec saute alors sur la marche du côté conducteur et commence à lécher ma vitre. Puis la sorcière commence à frapper ma fenêtre avec la paume de ses mains, encore et encore. Le mec commence à me dire de m'ouvrir. « Hé, mon garçon, ouvre-toi, allez, ouvrez. Nous sommes sympathiques. Qu'est-ce que tu as dans ta caravane? Quelque chose de bon? Ouvre, mon garçon. » Maintenant, je me sentais menacé. J'ai baissé mon pistolet et le poussin a immédiatement disparu du marchepied du côté passager. Le mec a ri, a sauté sur ma marche, puis a souri, a touché son nez avec son doigt et a sauté de ma marche. J'ai démarré mon camion et j'ai foutu le camp. Cependant, je n'ai jamais vu de phare me suivre. C'est une histoire que j'ai grandi en entendant ma mère me la raconter. J'étais très jeune quand c'est arrivé, et je sais pertinemment que c'était avant mes 5 ans. Je n'ai qu'un souvenir flou de l'événement, notamment parce que ma mère de l'époque ne voulait pas me faire flipper. Un peu de contexte d'abord, nous avons de la famille dans tout le pays. Je me souviens avoir passé une grande partie de mon enfance à faire des voyages en voiture d'un état à l'autre pour rendre visite à ma famille. Nous connaissons donc les tenants et les aboutissants du voyage. Deuxièmement, quand j'étais enfant, je serrais des inconnus dans mes bras au hasard et leur disais que je les aimais. J'étais tellement rempli de joie et d'amour que cela s'est répercuté sur les autres. Il n'y avait en fait qu'un seul étranger sur lequel je ne me suis jamais immédiatement accroché à la seconde où je l'ai vu, et c'est cette histoire. Alors, ma mère m'emmenait rendre visite à des parents pendant que mon père restait à la maison avec mes frères. Elle a dû garder la maison et, en général, elle s'occupe mieux de moi que mon père. Il était donc logique que je l'accompagne. Nous avons roulé pendant des heures jusqu'à ce que nous atteignions finalement une aire de repos et sortions pour aller aux toilettes. Or, il y avait déjà ce type sur le parking, et d'après ma mère, on aurait dit qu'il surveillait tous ceux qui entraient et sortaient de l'aire de repos. À la seconde où nous sommes sortis de la voiture, il l'a fait aussi. Ma mère m'a tenu la main pendant que nous allions aux toilettes, mais elle a immédiatement compris que je lâchais sa main pour tenir son autre main, le côté d'elle éloigné de l'homme. Maintenant, en regardant en arrière, elle m'a dit qu'il était clair quelque part dans mon petit cerveau d'enfant que j'avais détecté un signe de danger parce que j'évitais l'homme autant que je pouvais et accélérais le pas vers les toilettes et la voiture. Je n'ai plus jamais fait ça avec un autre étranger.
Je n'avais jamais évité de manière flagrante un autre adulte comme celui-là. Quoi qu'il en soit, nous faisons nos affaires et retournons à la voiture. Et l'homme est retourné à sa voiture et nous a regardé partir, pour ensuite nous suivre dans sa propre voiture. Ma mère a immédiatement compris ce qui se passait et a essayé de le secouer sur l'autoroute. Il ne bougeait pas et essayait de se rapprocher le plus possible. Apparemment, en faisant cela, un conducteur de semi-remorque a remarqué à quel point elle conduisait frénétiquement et a pu la voir regarder sa voiture. Il a réalisé ce qui se passait et s'est approché d'elle, établissant un contact visuel avec elle, et ils étaient désormais sur la même longueur d'onde. Il s'avère que le conducteur a appelé d'autres camionneurs sur sa radio et leur a dit ce qui se passait. Et un groupe de conducteurs venant de différents itinéraires à proximité sont arrivés sur la même autoroute que nous empruntions. Quelques minutes plus tard, ils ont commencé à bloquer la voiture du gars et à l'éloigner de ma mère et de moi. Alors qu'elle tournait vers une sortie pour quitter l'autoroute vers une autre aire de repos, il est sorti et a parlé à ma mère, lui a dit qu'il avait remarqué ce qui se passait, nous a demandé si nous allions bien, nous a conduit à un Burger King et a obtenu nous quelque chose à manger. Nous avons parlé et il nous a suivis sur la route jusqu'à ce que finalement nous prenions nos itinéraires séparés. Alors, au gars qui allait probablement essayer de nous kidnapper, ma mère et moi ne nous rencontrons pas. Et au chauffeur du camion qui nous a probablement sauvé la vie, merci. J'ai récemment rencontré un ancien collègue à la sandwicherie du relais routier. Nous avons discuté pendant un moment avant qu'ils doivent partir, mais j'ai commencé à penser à mon passage à cet endroit, en particulier au gars effrayant des sandwichs. À l'université, j'ai travaillé quelques nuits au relais routier. C'était un endroit plutôt sûr dans une petite ville, et il n'y avait eu que 3 incidents au cours des 4 années où l'endroit était ouvert avant mon embauche. Un camionneur s'est fait cambrioler, un groupe de femmes arrêtées pour avoir servi les camionneurs, et 10 overdoses. Je n'ai jamais été vraiment inquiète, même si mes collègues semblaient un peu inquiets du fait que j'étais une jeune fille travaillant la nuit dans un relais routier, alors qu'il n'y avait qu'un seul autre employé dans tout l'établissement. Habituellement, c'était très lent. La plupart du temps, 3 ou 4 camionneurs arrivaient dans la première heure. Quelques personnes sont venues avec un petit creux et ont commandé 3 douzaines de cookies une fois, mais généralement, c'était peut-être 1 ou 2 personnes par heure, si c'est le cas. Donc, je passais environ 3 heures à nettoyer les fours, à finir la vaisselle, à nettoyer en profondeur le hall, ce genre de choses, et ensuite je passais du temps entre les clients à faire mes devoirs. Quelques semaines avant que je quitte inévitablement cet endroit, un gars est arrivé une vingtaine de minutes avant la fin de mon quart de travail. Il était donc environ 5 heures du matin. Mon collègue était arrivé tôt pour que nous puissions remplir certains documents qu'il devait faire. Il était donc déjà assis dans le back-office. J'ai commencé à préparer le sandwich de ce client, en bavardant comme d'habitude. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Il m'a dit qu'il conduisait de New York au Wisconsin et m'a demandé un peu comment s'était passée ma nuit. J'ai emballé son sous-marin, je l'ai appelé, et je lui ai offert une petite réduction car il avait l'air gentil, et j'étais juste heureux de me préparer à rentrer chez moi pour quelques heures de sommeil avant de me diriger vers le campus. Quand je suis allé chercher sa monnaie, les choses ont mal tourné. Il a laissé tomber les pièces dans ma main, mais soudain, il a serré fermement mon poignet. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de l'autre côté du comptoir, par terre. Il m'avait tiré par-dessus le comptoir et tenait toujours mon poignet fermement. Heureusement, mon collègue était là. Le manager de l'autre côté s'était glissé dans la salle de bain, donc à la connaissance de ce type, j'étais le seul là pour le moment. Mais mon collègue, en remplissant ses papiers, regardait les caméras et avait tout vu. Il était sorti de l'arrière quelques secondes seulement après que j'ai touché le sol, et avant que je sache vraiment ce qui se passait, il avait poursuivi le gars à l'extérieur. Il ne l'a pas poursuivi très loin, craignant que quelqu'un d'autre ne me poursuive à proximité. Alors il est retourné à l'intérieur en courant, a verrouillé la porte de notre côté du magasin et a crié au gérant d'appeler la police. Les flics sont venus, ont fouillé la zone et ont regardé les vidéos de sécurité, mais rien n'en est jamais sorti. Le gars a disparu et je n'ai jamais entendu parler de lui. J'ai donné mon préavis de 2 semaines le lendemain. Une fois que mes nerfs se sont calmés, j'ai changé de position. J'ai donc travaillé pendant la journée autour de mes cours ces derniers jours, et ils ont établi pour politique que 2 personnes devaient travailler des 2 côtés du relais routier pendant la nuit à partir de ce moment-là.
J'habite encore à environ une demi-heure de là. Et honnêtement, je n'y suis pas retourné depuis mon dernier jour, simplement parce que ce souvenir est encore présent dans ma tête presque 8 ans plus tard. Étant une jeune femme travaillant dans un secteur presque exclusivement à prédominance masculine, j'ai beaucoup d'histoires sur les plantes grimpantes que j'ai rencontrées au fil des ans. Cette histoire particulière à propos de ce fluage est probablement la pire à ce jour. À l'époque, je travaillais comme réceptionnaire dans une usine de transformation de tubes en acier. Des camions avec des tuyaux de 40 pieds de long arrivaient, et c'était mon travail de les décharger avec un chariot élévateur géant. Cependant, j'ai d'abord dû récupérer le BOL auprès du chauffeur. BOL signifie connaissement. C'est un document d'expédition qui contient des informations sur ce qu'il y a dans le chargement, où il va, d'où il vient, etc. Donc, je récupérerai le BOL du camionneur, je comparerai la feuille à la cargaison et je la signerai si tout était vérifié. Je voyais régulièrement les mêmes conducteurs. J'ai souvent reçu beaucoup de plaisanteries sur le fait que j'avais l'air trop jeune pour conduire une machine de cette taille. Quelques-uns d'entre eux m'ont invité à sortir avec eux, mais je suis marié, et la plupart des gars ont respecté cela. Ainsi, lorsque j'ai rencontré un nouveau chauffeur d'une des entreprises de camionnage, cela ne m'a pas vraiment surpris lorsque l'une des toutes premières, sinon la première, chose qu'il m'a dit a été « Quel âge as-tu » ?« 23 » répondis-je avec un petit rire sans enthousiasme. « Es-tu marié ?»« Je suis fiancé, donc à peu près » répondis-je, commençant à être raisonnablement inquiet à propos de ce type. Ne voulant pas bavarder ni répondre aux questions de plus en plus personnelles de ce type que je viens de rencontrer, je lui ai demandé le bol. « Tout pour toi, fille sexy » dit-il. « Excuse-moi, comment viens-tu de m'appeler ?»« C'est vraiment sexy de voir une fille comme toi conduire un gros camion » a-t-il déclaré. « Maintenant, je suis un peu tête brûlée, et je dois me défendre dans des situations comme celle-ci, sinon je risque de devenir un paillasson pour ce genre d'attention. » Il m'a remis les documents avec le sourire effrayant qui le caractérise, comme s'il s'en voulait du fait que j'étais à portée de main de lui. « Écoute, vieil homme, » dis-je en lui arrachant les papiers des mains, « je ne viens pas au travail pour qu'on me parle comme ça. Je suis ici pour un salaire, pas pour un rendez-vous. »« Quoi ? C'était juste un compliment. Ne sois pas comme ça, fille sexy. Ne m'appelez pas et ne me dites rien que vous ne diriez pas à aucun de mes collègues masculins. J'ai un nom, et ce n'est pas intelligent de parler à quelqu'un comme ça avant de savoir de quoi il s'agit. Je parie que c'est... » commença-t-il, mais je l'interrompis. J'ai signé son bol, j'ai laissé tomber sa copie dans la boue et je me suis dirigé vers l'autre chauffeur qui faisait la queue. J'ai pris ses papiers et j'ai fait attendre la plante grimpante environ 30 minutes, déchargeant 2 autres camions avant d'arriver au sien. Nous avons une règle de sécurité selon laquelle le chauffeur doit être à l'intérieur du camion pendant le déchargement, alors j'en ai profité pour être un peu mesquin. J'ai klaxonné mon camion et je lui ai crié dessus avec colère « Montez dans votre camion !» Après l'avoir déchargé, je suis allé voir mon superviseur et lui ai raconté ce qui s'était passé, pas une plainte officielle, mais pour l'informer de tout ce qui s'était passé, et lui faire savoir que le conducteur pourrait finir par se plaindre à ses supérieurs du temps que cela a pris. Que je le vois. Mon superviseur s'est rangé à mon côté. Il sait que si je perdais mon sang-froid avec quelqu'un, il le méritait probablement. Il était au courant de quelques autres incidents auparavant, donc il l'a soutenu. Il m'a dit de signaler tout ce que le gars faisait d'autre qui était inapproprié et a dit qu'il serait prêt à envoyer quelqu'un d'autre pour s'occuper de ce conducteur en particulier, si et quand il apportait un autre chargement. Plus tard dans la journée, il a fait un commentaire amusant sur à quel point j'étais sexy dans mon uniforme. Une salopette surdimensionnée, un sweat à capuche taché de graisse, des bottes et un casque de sécurité. Je ne portais ni maquillage ni parfum au travail. Je ressemblais à l'un de ces gars, et j'ai été confondu avec lui à quelques autres occasions. Donc le type a dû penser « Oh mon Dieu, une fille, je dois dire quelque chose de méchant. » Quoi qu'il en soit, je pensais avoir expliqué les choses assez clairement au creeper et qu'il n'allait plus me déranger. Néanmoins, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de devoir marcher jusqu'à son taxi pour lui récupérer à nouveau des documents. Le lendemain, devinez qui débarque avec un nouveau chargement? J'ai appelé à la radio. Mon pilote préféré est ici. Quelqu'un peut-il récupérer ses papiers? Quelques minutes s'écoulent et l'un des collègues avec qui je m'entends bien arrive dans son plus petit moteur de remorquage pour s'approcher du conducteur pour son bol.
J'attends sur le côté et j'en profite pour fumer une cigarette à côté de ma machine, en attendant que mon collègue revienne avec les papiers. Il revient et, bien sûr, veut avoir le scoop sur tout ce qui s'est passé la veille. Je suppose que le chauffeur a demandé pourquoi je n'étais pas là pour récupérer le bol. Mon collègue lui a dit que j'étais occupé. Pendant ce temps, je fumais bien en vue, sans me presser de le décharger. J'ai raconté au collègue ce qui s'était passé quand, tout à coup, mon collègue m'a interrompu. Ne regarde pas, mais je pense qu'il prend des photos de toi. » Bien sûr, ma tête s'est retournée, et bien sûr, ce type tenait son téléphone, le pointait vers moi, prenant des photos, je suppose. Je me suis précipité dans ma machine, j'ai téléphoné à la radio pour mon superviseur et j'ai dit « Mon conducteur préféré prend des photos de moi maintenant. » 10h04. J'appelle la sécurité. Ne le déchargez pas. Compte tenu de la nature de ce que nous faisons et des raisons pour lesquelles nous le faisons, des directives de sécurité strictes sont appliquées dans cet endroit. Une fois par mois, des chiens renifleurs de bombes inspectèrent la propriété. C'était donc une grosse affaire. Donc même s'ils ne prenaient pas de photos de moi, ils n'avaient pas à prendre de photos sur la propriété. La sécurité est arrivée, et j'ai vu le chauffeur remettre son téléphone. Mon collègue était là avec lui et m'a dit plus tard que le gars avait dit qu'il essayait juste son nouveau téléphone. Mais peu importe, ils n'ont pas trouvé de photos de moi ou de la propriété sur son téléphone, bien qu'il ait eu quelques minutes pour les supprimer. Quoi qu'il en soit, il a été banni de la propriété, et mon superviseur l'a signalé ainsi que ce qui s'était passé la veille à l'employeur du conducteur. Je ne l'ai jamais revu, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, un autre chauffeur de la même entreprise, un gars sympa avec qui j'avais de bonnes relations, m'a parlé de mon chauffeur préféré. « Ton pote a été mis en conserve, hein? Oh, c'est dommage. Il va me manquer. » Oui, il était sur la glace parce que les filles du bureau recevaient des vibrations étranges de sa part, traînant toujours dans le bureau bien plus que nécessaire. Mais rien pour le virer. Mais son contrôle de police est arrivé. Il s'avère qu'il a déjà été victime d'une agression sexuelle à son casier. Oh, c'est adorable. D'une manière étrange, je suppose qu'il était approprié que Nicolas soit passé si près d'Halloween. Il adorait se déguiser et effrayer ses amis, aller tous les soirs aux spook houses pendant la semaine à venir, puis rester dehors toute la nuit. C'était la seule fois où je me souviens qu'il avait une sorte d'obscurité en lui. C'était une obscurité heureuse, mais elle était différente de celle de nous tous pendant le reste de l'année. Dans l'ouverture du suivant, il nous reflétait, nous et le reste des frères et sœurs. Mais Halloween était sa période de l'année. Les feuilles qui tombaient, le froid plus froid et humide qui planait dans l'air la nuit, la chair de poule qu'il pouvait nous donner. Il racontait des histoires hantées juste assez loin du réverbère pour que cela rende la peur plus évidente, plus plausible. Plusieurs fois j'ai eu envie de soulever mon corps à la verticale et de courir comme un diable vers le porche de notre vieille et fatiguée maison, mais c'était chez moi. Certains de nos amis vivaient dans des maisons, des parents toujours occupés à faire des choses égoïstes, mais notre père nous avait donné lui-même comme partie intégrante du foyer. Même si j'étais différent, pas du même sang. J'étais une famille, tenue dans le même ordre d'amour que Pop. Cela a été une période difficile lorsque nous l'avons perdu il n'y a pas si longtemps, mais c'est une autre histoire pour une autre fois. Nicolas était l'aîné. Il aimait la musique, et même si on ne pouvait pas l'appeler un maître musical, votre cœur était attiré par tout ce qu'il jouait et chantait. Il nous avait appris à tous de vieilles chansons idiotes comme Froggy Went a Courtin et d'autres qui semblaient être nées d'une époque bien antérieure à son époque, mais il les aimait. On pouvait le voir dans les expressions de son visage pendant qu'il jouait et chantait. Je savais que la nouvelle n'avait pas eu le temps de vraiment pénétrer dans mon psychisme. J'étais sous le choc, et je croyais à peine que c'était vrai. Notre mère était dévastée, incapable de concevoir qu'il était vraiment parti. Elle a pleuré et m'a regardé avec des yeux perdus, et j'ai fondu. J'ai ressenti sa douleur. Je savais qu'elle aimait Nicolas d'un amour infini. Je savais aussi qu'elle avait le même amour pour chacun de nous. Nous avons tous essayé de la réconforter, mais cela ne semblait s'installer que temporairement. Elle souriait lorsque nous partagions des souvenirs heureux, mais presque immédiatement, la puissante douleur de la perte envahissait n'importe quel souvenir, aussi heureux soit-il à ce moment-là. Sa démence n'a pas aidé. Elle semblait comprendre un instant, jusqu'à ce que le suivant efface le précédent et la ramène à zéro. J'ai vu chez mes frères et sœurs une patience dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Toutes les années de notre passé ont rapidement inondé toutes nos mémoires. Après tout,
Nos âges étaient dispersés et dispersés. Nous avions presque pour la plupart déménagé, fondé notre propre vie et notre famille il y a de nombreuses années, ne nous réunissant que pendant les vacances pour la plupart d'entre nous. Il faut bien sûr s'y attendre. Peu importe à quel point on souhaite que le passé reste le même, c'était généralement un moment agréable pour se retrouver et se rencontrer. Mais cette tentative fut un grand échec. Vous ne pouvez pas vous asseoir autour d'un feu de joie et partager des souvenirs d'enfance de la même manière lorsque le rassemblement a réuni la famille pour partager une perte aussi horrible avec maman étant entrée dans une nouvelle étape de sa vie. Ses 89 ans avaient marqué le début d'une perte permanente de conscience mentale, la condamnant à une peine de ne jamais être totalement capable de saisir les subtilités de ce que la vie nous accompagnait. Elle vivait avec Janie, notre seule sœur et la plus jeune d'entre nous. Son mari avait accueilli ses 2 parents pour vivre à côté d'eux lorsque l'âge avait dépassé leur capacité à entretenir les 20 acres de bois à l'extérieur d'une ville trop éloignée des enfants pour se déplacer régulièrement pour les surveiller. Le déménagement avait été très tumultueux. Les 10 années précédentes avaient ouvert des blessures entre les membres de la famille, mais elles étaient désormais cicatrisées depuis longtemps. La vie en famille qui s'aime permet de combler les différences et de se gratter à cause des égratignures imprudentes que nique la peau. À 3 jours d'Halloween, les projets visant à dire au revoir à un homme comme Nicolas devraient se démarquer, surtout à l'approche d'une période de l'année qu'il aimait tant. Et c'était un homme. Maintenant, à vrai dire, c'était un vieil homme. Janie, la plus jeune du groupe, avait 52 ans, Brian 54 ans, Sam 56 ans, Max 58 ans, et Steven, ou Skix comme on l'appelait, venait d'avoir 63 ans. Il était désormais l'aîné de la couvée, maintenant que Nicolas venait d'avoir 67 ans le 15 octobre. Son mois préféré était passé, et tous les différents endroits où les frères et sœurs vivaient maintenant, profitant de leurs dernières années et de leur vie avec leurs propres enfants, étaient revenus d'aussi loin que l'Alaska, la Géorgie et différents endroits du Missouri pour se rencontrer et rassembler leurs chagrins collectifs, pour envoyer le corps et l'âme de Nicolas pour ce dernier voyage et se remémorer leur passé commun, avec leurs conjoints et leurs enfants adultes et presque adultes qui les accompagnent. Skik et sa femme Mallory avaient amené leur jeune petite fille Salara, un petit ange à part entière qui fait de son mieux pour apporter du bonheur au mélange de souvenirs, de chagrin et de perte. Janie et ses frères étaient assis autour du salon de leur mère, faisant leur première tentative mutuelle de rassembler des réflexions sur la manière de renvoyer correctement Nicolas. Ça ne peut pas être juste une église et des vêtements noirs. Nicolas détesterait ça. Il détesterait ça. Bon sang. Il entrait chacun d'entre nous pour lui avoir fait ça, a répondu Skek. Puis-je dire une chose? Demanda doucement Max. Le bois, dit-il dans un murmure presque brisé. Le fait de le dire à voix haute a presque fait pleurer instantanément. Les frères et sœurs ont presque répondu dans une réponse harmonieuse et unanime. Parfait, a déclaré Brian sur le ton le plus logique, brisant presque les sourires collectifs des autres à la seule pensée de cette idée. Après tout, aucun d'entre eux n'avait mis les pieds sur la terre sacrée depuis 10 ans. Et si le propriétaire dit non, il ne le ferait sûrement pas. Je veux dire, nous ne resterions pas là longtemps et ne laisserions pas de désordre. Renifla Janie, soulevant le mouchoir qu'elle tenait à la main, se tamponnant les yeux presque constamment depuis qu'elle avait appris la triste nouvelle. « Je vais les appeler et leur demander si ça va », répondit Max sur presque le même ton feutré que lorsqu'il avait prononcé ces 2 mots, le bois, qu'aucun de nous n'avait entendu de ses lèvres ni des autres. Depuis si longtemps. C'était comme s'ils étaient devenus tabous, ne permettant à ce souvenir de réintégrer aucun de nos esprits autres que des pensées calmes et personnelles. Jusqu'à présent, il n'y avait plus un œil sec dans la pièce. Les conjoints des frères et sœurs ont également été touchés par le terme doux, mais retentissant sous lequel la terre familiale était depuis toujours connue. Max a passé quelques appels avant d'obtenir le numéro du propriétaire, avant de se lever tranquillement et de se déplacer vers l'autre pièce pendant qu'il composait les numéros et approchait le téléphone de son oreille. Le reste de la salle fit taire ses discussions pour tenter d'entendre des indices sur ce qui était en cours de discussion. Les yeux choqués du dialogue à sens unique ont rapidement donné la réponse à ces allusions à la conversation. « Mais nous savons que ce n'est pas du tout comme ça, monsieur. Nous ne détruirons pas du tout la propriété. Nous voulons juste que la famille soit autorisée à accéder au bord de la rivière à partir de ce qui appartenait à Madame Wilkie.
Ce n'est pas nécessaire pour utiliser ce genre de langage. Nous voulons juste pouvoir rassembler notre famille et répandre les cendres le long de la rivière, s'il vous plaît. Sa tête s'est levée de la cuisine, alors qu'il regardait l'espace entre lui et nous. Ses yeux brillaient d'humidité mêlée de rougeur. Personne ne savait si la couleur rouge était due à la tristesse ou à la colère. La réponse est devenue évidente quelques secondes plus tard. « Eh bien, tu peux juste embrasser mon cul de montagnard, espèce de sans-valeur », bégaya Max avant de retirer le téléphone de son oreille et de regarder l'écran, scellant son émerveillement s'il avait été raccroché. Il a demandé aux autres. Tous se regardèrent, réalisant qu'en effet la réponse était évidemment un non catégorique. « Tu as essayé, Max, et nous t'en remercions. Cela aurait été parfait. Nicolas aurait adoré. » Sam leva les yeux avec le seul sourire de la pièce. « C'est parfait. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sam. « C'est parfaitement horrible, a-t-elle conclu. « Je suis d'accord, a ajouté Brian. Je pense que je vois quelque chose de totalement différent de vos pensées, les gars. » Sam semble avoir une autre façon de contourner ce, problème difficile. À 3 jours d'Halloween, les projets visant à dire au revoir à un homme comme Nicolas devraient se démarquer, surtout à l'approche d'une période de l'année qu'il aimait tant. Et c'était un homme. Maintenant, à vrai dire, c'était un vieil homme. Janie, la plus jeune du groupe, avait 52 ans, Brian 54 ans, Sam 56 ans, Max 58 ans, et Steven, ou Skix comme on l'appelait, venait d'avoir 63 ans. Il était désormais l'aîné de la couvée, maintenant que Nicolas venait d'avoir 67 ans le 15 octobre. Son mois préféré était passé, et tous les différents endroits où les frères et sœurs vivaient maintenant, profitant de leurs dernières années et de leur vie avec leurs propres enfants, étaient revenus d'aussi loin que l'Alaska, la Géorgie et différents endroits du Missouri pour se rencontrer et rassembler leur chagrin collectif, pour envoyer le corps et l'âme de Nicolas pour ce dernier voyage et se remémorer leur passé commun, avec leurs conjoints et leurs enfants adultes et presque adultes qui les accompagnent. Skik et sa femme Mallory avaient amené leur jeune petite fille Salara, un petit ange à part entière qui fait de son mieux pour apporter du bonheur au mélange de souvenirs, de chagrin et de perte. Janie et ses frères étaient assis autour du salon de leur mère, faisant leur première tentative mutuelle de rassembler des réflexions sur la manière de renvoyer correctement Nicolas. Ça ne peut pas être juste une église et des vêtements noirs. Nicolas détesterait ça. Il détesterait ça. Bon sang. Il entrait chacun d'entre nous pour lui avoir fait ça, a répondu Skek. Puis-je dire une chose? Demanda doucement Max. Le bois, dit-il dans un murmure presque brisé. Le fait de le dire à voix haute a presque fait pleurer instantanément. Les frères et sœurs ont presque répondu dans une réponse harmonieuse et unanime. Parfait, a déclaré Brian sur le ton le plus logique, brisant presque les sourires collectifs des autres à la seule pensée de cette idée. Après tout, aucun d'entre eux n'avait mis les pieds sur la terre sacrée depuis 10 ans. Et si le propriétaire dit non, ils ne le feraient sûrement pas. Je veux dire, nous ne resterions pas là longtemps et ne laisserions pas de désordre. Renifla Janie, soulevant le mouchoir qu'elle tenait à la main, se tamponnant les yeux presque constamment depuis qu'elle avait appris la triste nouvelle. Je vais les appeler et leur demander si ça va, répondit Max sur presque le même ton feutré que lorsqu'il avait prononcé ces 2 mots, le bois, qu'aucun de nous n'avait entendu de ses lèvres ni des autres. Depuis si longtemps. C'était comme s'ils étaient devenus tabous, ne permettant à ce souvenir de réintégrer aucun de nos esprits autres que des pensées calmes et personnelles. Jusqu'à présent, il n'y avait plus un œil sec dans la pièce. Les conjoints des frères et sœurs ont également été touchés par le terme doux, mais retentissant sous lequel la terre familiale était depuis toujours connue. Max a passé quelques appels avant d'obtenir le numéro du propriétaire, avant de se lever tranquillement et de se déplacer vers l'autre pièce pendant qu'il composait les numéros et approchait le téléphone de son oreille. Le reste de la salle fit taire ses discussions pour tenter d'entendre des indices sur ce qui était en cours de discussion. Les yeux choqués du dialogue à sens unique ont rapidement donné la réponse à ces allusions à la conversation. « Mais nous savons que ce n'est pas du tout comme ça, monsieur. Nous ne détruirons pas du tout la propriété. Nous voulons juste que la famille soit autorisée à accéder au bord de la rivière à partir de ce qui appartenait à Madame Wilkie. Ce n'est pas nécessaire pour utiliser ce genre de langage. Nous voulons juste pouvoir rassembler notre famille
et répandre les cendres le long de la rivière, s'il vous plaît. Sa tête s'est levée de la cuisine, alors qu'il regardait l'espace entre lui et nous. Ses yeux brillaient d'humidité mêlée de rougeur. Personne ne savait si la couleur rouge était due à la tristesse ou à la colère. La réponse est devenue évidente quelques secondes plus tard. « Eh bien, tu peux juste embrasser mon cul de montagnard, espèce de sans-valeur », bégaya Max avant de retirer le téléphone de son oreille et de regarder l'écran, scellant son émerveillement s'il avait été raccroché. Il a demandé aux autres. Tous se regardèrent, réalisant qu'en effet la réponse était évidemment un non catégorique. « Tu as essayé, Max, et nous t'en remercions. Cela aurait été parfait. Nicolas aurait adoré. » Sam leva les yeux avec le seul sourire de la pièce. « C'est parfait. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sam. « C'est parfaitement horrible, a-t-elle conclu. « Je suis d'accord, a ajouté Brian. Je pense que je vois quelque chose de totalement différent de vos pensées, les gars. » Sam semble avoir une autre façon de contourner ce problème difficile. Le sourire de Skate reflétait celui de Sam. Je vois les rouages tourner dans la tête du militaire à la retraite. Je vois une autre mission secrète en préparation. Le sourire de Skate continua de grandir. Sam se tourna et fit un clin d'œil à Skate. Affirmatif, Skate. Vous avez effectivement raison. L'opération Allow Send-Off est déjà en train de mijoter. Donnez-moi un peu de temps pour mettre fin à la logistique. Cette mission n'est pas encore terminée. Qui est prêt à venir avec vous et à effectuer une reconnaissance rapide de fin de soirée? De la région, les mains de tous les frères et sœurs restants ont commencé à se lever volontairement vers le ciel, avec les sons suivants de « moi » et « je », alors que les bras tendus restaient raides en l'air tandis que les yeux des époux montraient des inquiétudes anxieuses mêlées à un soutien indéfectible. « Promettez-moi de faire attention. » Kate, la femme de Brian, a appelé. « Oui, les gars, nous ne voulons pas que cela se transforme en un double au bout d'un fusil de chasse », a fait écho à l'inquiétude de son mari. Skate souriant largement, Ginny parla rapidement. « Alors, à quelle heure allons-nous à l'opération Allow Send-Off ?»« Oh non, Madame Janie, chérie, j'y vais, » a dit Brock à sa femme. « Ce n'est pas le cas. Tu laisses ça de côté et tu restes avec maman. »« J'y vais, » rétorqua Janie. « Nous y allons tous, Janie. Lorsque la mission est définie, ce n'est qu'une mission de reconnaissance pour préparer le véritable Allow Send-Off. Et je parle de nous tous. Maman sait aussi. »« Mais comment ça va marcher ?» questionna Brian. « Grâce à une planification minutieuse, Brie. J'ai traversé des missions plus difficiles. Nicolas reçoit ses adieux avec nous tous présents et responsables, » dit Sam avec un sourire diabolique. Le soleil se couchait derrière les arbres alors que Sam conduisait le camion vers le nord, en direction de la petite ville d'Ashgrove. Skik était assis sur le siège passager, avant tandis que Brock, Max et Brian étaient assis serrés sur le siège arrière de la cabine double. Brock se pencha et dit avec enthousiasme « C'est un truc de fou. Je n'ai jamais fait quelque chose de pareil auparavant. » Sam sourit. « Ce n'est pas un rien. Tu aurais dû être avec moi dans le bac à sable. C'était un truc de fou. Tu ne savais jamais ce que tu allais rencontrer. » Brian se pencha à côté de Brock. « Nick adorerait nous voir tous ensemble comme ça. C'est la seule chose qu'il détestait, nous disperser partout et ne pas parler. »« Exactement, » répondit Skate en se retournant et tendant son bras autour de l'épaule de Brian. « J'aimerais penser que tout cela était dans son plan, et il apprécie maintenant de voir ça. Bien sûr, il aurait adoré être ici aussi. » Une petite larme coula de son œil. Max restait assis à regarder le paysage se brouiller au loin depuis la fenêtre. C'était comme s'il était dans un autre monde à lui. Il baissa les yeux et fit défiler son téléphone. Ses doigts appuyèrent sur quelques boutons, puis son regard revint à regarder tranquillement à travers la vitre de la fenêtre. Il ne fallut que quelques secondes avant que le son des cordes de guitare ne commence à remplir la cabine du camion. C'était un enregistrement de Nick. Toute conversation en cours cessa aussitôt. La mélodie était mélancolique et résonnait dans l'air avec un sentiment de magie, comme s'il était assis à côté d'eux en train de jouer de sa guitare préférée. Soudain, il n'y avait plus un œil sec dans le véhicule. Puis sa voix commença doucement à chanter. « C'est tout ce qu'on peut faire pour s'entendre dans ce monde fou. » Ces mots s'éteignirent doucement tandis que les cordes de la guitare jouaient un petit solo en même temps que le rythme, chantant la chanson. « Allez, chante, noie ce monde fou et arrange-le. » Lorsque la musique s'est arrêtée, il a fallu plusieurs minutes aux frères pour reprendre leurs esprits. Max leva les yeux. « Je l'ai entendu jouer cette chanson alors que nous étions assis près du sac,
l'endroit où nous jouions tous dans la rivière quand nous étions enfants. Je l'ai enregistré en secret. Il aurait arrêté de jouer s'il l'avait su. Max sourit. Je n'oublierai jamais ce jour. Je n'oublierai jamais cette chanson. Je n'oublierai jamais Nick. La rivière est l'endroit où il doit être. Ça va arriver, Max. Je le promets le soir d'Halloween comme il le voudrait, répondit Sam. Le camion traversa lentement le vieux pont de ciment juste en aval du spa. Le soleil commençait tout juste à planer au-dessus de l'horizon, scintillant à travers les branches des arbres bordant les champs. Un calme envahit les frères assis dans la cabine du camion. L'entrée du bois, l'ancienne ferme qui n'appartenait plus à la famille, semblait calme. Sam a remarqué les faibles lumières bleues d'une caméra regardant à côté de l'entrée. Le trajet était périodiquement silencieux, personne ne sachant comment s'exprimer lorsqu'il était serré à côté des autres, ressentant probablement le même silence emprisonné. Reniflements occasionnels et respiration profonde suivis de soupirs silencieux. Nick aurait détesté ce rôle aussi. Il aurait voulu être à l'extérieur avec tous les enfants déguisés mendiant des bonbons de maison en maison, sortant des buissons, effrayant ses amis. Non, Halloween ne serait jamais le moment. Pareil, plus jamais. Après avoir quitté la ville et après les défilés d'enfants et de tenues remplissant les cours et les trottoirs, l'obscurité a commencé à engloutir l'intérieur des véhicules circulant sur l'autoroute en route vers leur destination. Max avait rassemblé le groupe pour expliquer la mission et la nécessité de se déplacer tranquillement vers les bateaux et de descendre la rivière jusqu'à leur destination. Le bord de la rivière du Bois, un endroit où cette nuit-là ils n'étaient pas les bienvenus. Aucun d'entre eux ne comprenait pourquoi Larry ou Wilma Wilkey auraient agi comme ils l'avaient fait lorsqu'on leur avait demandé d'envoyer Nick sur ce site particulier sur la rivière, l'endroit où Nick avait grandi avec eux en jouant, en s'aventurant et en apprenant la vie. Mais ils devaient rester très silencieux, car ils s'introduiraient illégalement sur une propriété qui appartenait autrefois à leur famille, depuis de nombreuses générations. La pensée qui a hanté Pop lorsqu'il a été forcé de laisser la propriété quitter leur famille. C'était une source de désaccords familiaux, depuis la dernière fois qu'il avait mis les pieds sur la propriété. Ils savaient tous qu'il se sentait comme un échec de sa part, même si ce n'était pas à 80 ans. Personne ne pouvait s'attendre à ce que quelqu'un soit capable de s'occuper d'une maison, de plusieurs granges et de toute la propriété. Tous les enfants avaient grandi dans des familles lointaines. La tradition de rester autour de la propriété familiale et de la perpétuer avait été l'échec de ne pas transmettre la terre. C'était sur les enfants, pas sur Pop. Personne n'avait prévu de revenir en arrière. Leurs vies ont été construites sur des terres et des lieux différents. Les frères et sœurs étaient tous d'accord que la famille Wilkey et leurs 3 jeunes enfants constituaient la famille idéale à qui vendre la propriété. Ils seraient les nouveaux détenteurs du flambeau pour perpétuer leur tradition. Mais maintenant, c'était totalement différent. Bien sûr, cela avait été merveilleux lorsque Pop est décédé peu de temps après être devenus les nouveaux propriétaires. Ils nous auraient laissé revenir et le renvoyer de la même manière. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Ils avaient été tout sauf gentils lorsqu'ils avaient été appelés. Mais les traditions devaient être appliquées d'une manière ou d'une autre. Les Wilkey avaient fait le seul choix possible pour les adieux de Nick. Une voie secrète transformée en une mission très clandestine, afin d'envoyer leur frère aîné et très aimé au niveau supérieur de la meilleure façon qu'ils connaissaient, contre vents et marées. Sam s'est arrêté à la chapelle John. Il est sorti du camion, il ressemblait en partie au militaire qu'il était. Kaki noir, pullover noir, de la graisse ou de la peinture noire étalée sur tout son visage, rien d'autre que le blanc de ses yeux furtifs à travers l'obscurité de cette veille sacrée. En vérité, la tenue vestimentaire de Sam ressemblait à un costume militaire d'Halloween. Et cela rendait chacun de ses frères et sœurs très nerveux. Il ressemblait beaucoup trop à un chef d'escadron secret en mission en Irak. Cela a apporté le sérieux de leur mission à chacun d'entre eux, même à Salara, 9 ans. La vue de Sam amena un soudain silence chez chaque membre de la famille. Il leur avait expliqué qu'il était nécessaire de se déplacer tranquillement jusqu'à ce qu'ils aient terminé et quitté la zone de guerre. Aucun d'entre eux ne l'avait pris au sérieux, pas jusqu'à ce qu'il descende du camion, ses yeux brillant dans l'obscurité comme un zombie ambulant. Cela se produisait, et ce n'était pas un jeu. C'était leur dernier adieu à un membre précieux de la famille, Nick, un frère qui ne devrait pas être les cendres dans cet étui de guitare Fender. Les bateaux à fond plat étaient exactement là où Doug avait dit qu'ils seraient. Il n'y avait rien d'autre que de légères éclaboussures d'eau dans l'obscurité,
tandis que chaque personne se chargeait tranquillement dans l'un des navires. Les frères ont chacun aidé à charger leur bateau, puis se sont rassemblés pour récupérer maman et la porter, s'occupant d'elle, aidant à dissiper la confusion qui l'a engloutie à partir du jour où elle a appris ce qui s'était passé. Elle était maintenant assise sur le siège avant, sans vraiment savoir pourquoi elle était là, ni exactement ce qui se passait autour d'elle. Elle regarda autour d'elle, scrutant les visages de ceux qui l'entouraient, les yeux creux et baissés à cause d'une angoisse qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Sam se tenait sur la berge, alors que la dernière personne était placée à bord des navires métalliques à bascule. Tous les yeux cherchèrent instinctivement le sien, reconnaissant d'une manière ou d'une autre qu'il avait reçu des instructions de dernière minute sur la manière dont se déroulerait la sombre soirée sacrée de pleine lune. Il s'essuya les yeux avec son doigt recouvert d'un gant noir. « Tout d'abord, j'aime chacun d'entre vous. » Son sourire brillait à peine dans l'obscurité. « Je déteste la raison pour laquelle nous sommes ici. Je sais que vous partagez également ces mêmes sentiments. Nicolas était... Eh bien, Nick était Nick. Personne ne pourra jamais le remplacer. Le monde est bien moins celui d'il y a 3 jours. Je ne l'oublierai jamais. Je ne serai pas celui que je suis devenu sans le connaître. Skik, Steve, toi et Nick n'avez jamais été des demi-frères pour moi, vous étiez de chair et de sang depuis le début. Vous étiez tous les deux des points d'ancrage dans mon lavis, les professeurs. Il fit une pause puis sourit. Les enseignants ne sont pas toujours les choses que nous devions apprendre, mais nous aimions néanmoins les enseignants. Des frères de bout en bout. Pop ressentait la même chose, maman, dit-il en la regardant directement. Merci d'être tombé amoureux de notre père, et il t'aimait de tout son cœur. Sans cet amour partagé, je n'aurais pas appris et aimé la façon dont on m'a appris à travers toi, Nick et Steve. Il renifla, c'était une vue de Sam dont ses frères et sœurs avaient rarement été témoins. Le ton mélancolique de Sam se transforma instantanément en sa voix militaire comme si un interrupteur avait été actionné. Nous devons tous garder le silence pendant que nous pagayons tranquillement en aval de la rivière. Je dirigerai, nous atterrirons et sortirons sur la propriété de Joe. De là, nous marcherons tranquillement en file indienne. Il y aura 2 clôtures en fil de fer barbelé que nous va percer, avant de tenir le coup et de vous rassembler au coin du feu du 2e fil. Max, vous et Skik aiderez maman Brian. Vous êtes en charge de la dépouille de Nick. Il est de la plus haute importance que vous vous assuriez que Salara soit silencieuse. Tout est clair, finit-il en question. Il y avait à peine des hochements de tête de la part de tout le monde. Sortons. C'était une première mission pour presque tous les membres de la famille. Brian attendit que tout le monde soit sorti de son bateau avant de saisir la poignée de l'étui à guitare. Il crépita alors qu'il saisissait la poignée et la soulevait, la faisant passer d'aplatie à verticale. Il leva les yeux, reconnaissant le son, puis hocha la tête alors que Sam commençait à diriger. Il tomba sur la première toile d'araignée tisserande d'orbe. Il effaça doucement la toile et l'araignée de sa tête. Il se retourna pour s'assurer que tout le monde restait silencieux. Un petit murmure de Salara à Mallory fut le seul son entendu. « Grand-mère, y a-t-il des araignées ici ?» elle a demandé. « Votre oncle Sam ouvrira la voie à quiconque se trouvera sur notre chemin. Je veillerai à ce que vous ne rencontriez aucune toile, je le promets. » Sarah tira à nouveau sur la chemise de sa grand-mère. « Je te l'ai dit, Salara, je ne laisserai aucune araignée se mettre sur ton chemin, » dit doucement Mallory. « Grand-mère, ce n'est pas ça. Regarde derrière nous, il y a des lumières sur la rivière. » Mallory se tourna et regarda derrière eux. Elle s'arrêta brusquement. Cela a amené tous ceux qui faisaient la queue à se cogner sur celui qui se trouvait devant. Sam se tourna pour voir ce qui se passait dans les rangs. « Qu'est-ce qui fait que ces lumières coulent dans l'eau? Cela ressemble à une voiture ou quelque chose comme ça ?» a demandé Salara. La file s'est arrêtée, chaque personne entendant ce que Salara demandait et se tourna pour regarder derrière. Les têtes tournèrent à l'unisson, un peu comme une ligne de dominos se déversant les uns après les autres, après que le premier ait basculé dans le second. Les 2 petites lumières ressemblaient en effet à des phares d'automobile. Ils se déplaçaient très lentement et semblaient planer au-dessus de la surface de la rivière, silencieux et stable. Un clapotis provenant de l'eau pouvait parfois être entendu, un peu comme le bruit d'un fer de lance lancé à travers la surface, comme quelqu'un qui joue pour attraper du poisson. La file se tenait tranquillement à regarder les faisceaux de lumière se rapprocher de plus en plus. « Est-ce que c'est Pop, grand-mère? Je pensais qu'il était, tu sais, décédé. »
Non, petit pois. Ça ne peut pas être ton arrière-grand-père. C'est peut-être un voisin qui pêche. Il y eut de légers souffles d'anticipation redoutés, alors que les lumières scintillantes se rapprochèrent de plus en plus. Serait-il visible à la lueur extérieure des lumières? Lorsque le bateau se rapprochait de plus en plus, il s'approchait silencieusement. Juste au moment où les lumières étaient sur le point de s'égaliser avec la rangée de membres silencieux de la famille, la petite araignée tomba sur la tête de Sarah, la faisant éclater avec un cri aigu, le son d'Halloween résonnant sur l'eau et rebondissant dans les arbres. Réverbération. Les halètements des autres résonnaient dans un silence feutré, alors que les lumières flottaient étrangement sans un bruit. Il n'y avait aucun bateau sous les lumières. Il n'y avait rien qui pouvait être vu pendant son passage. Aucun son, mais le clapotis occasionnel et continu de la surface de l'eau qui se brise. « Qu'est-ce que... t'es » s'échappa des lèvres de Ske avant qu'il puisse saisir les mots et les réinsérer silencieusement. « As-tu vu ça? Ou pas? Tu n'as pas vu ça ?» finit-il en question. Salara était occupée à secouer tout son corps, essayant de faire tomber tout ce qui lui tombait sur la tête. Tous les autres yeux regardaient avec une question calme et effrayante, alors qu'ils regardaient le halo des deux lumières planer devant eux, apparemment sans remarquer ni prêter aucune attention aux cris d'un enfant ni à la file de personnes effrayées à l'arrêt presque silencieux, les yeux sculpturaux comme s'ils sont collés à la rivière. L'attraction d'une force magnétique les laisse impuissants à faire autre chose que regarder avec incrédulité. Même Sam, la machine militaire expérimentée, était incapable de forcer les mots à passer ses lèvres pour faire taire sa nièce, ou offrir des phrases de réconfort à ses troupes vierges abasourdies, alors que la lueur disparaissait lentement au loin, devenant de plus en plus faible, les éclaboussures se dissipant dans le silence. De la lueur de la pleine lune rebondissant sur les rapides lents au-dessus du fond rocheux peu profond. Près du bois, des coyotes au loin se criaient comme s'ils cherchaient un être perdu dans l'obscurité. L'un criait et l'autre répondait. La nuit devint soudain amère avec une brise froide, donnant l'impression que la nuit des morts d'Halloween se réveillait et parcourait les champs à l'est et les bois de l'autre côté de la rivière. C'était comme s'ils marchèrent vers la rivière, sur les sentiers creusés à travers les bois, toujours probablement bien entretenus, comme si Pop était toujours là pour prendre soin d'eux, les gardant à l'écart des branches tombées et des mauvaises herbes. Janie parla doucement. « Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. » Sam a répondu. « C'est exactement ce que j'attendrais de Pop et Nick. Ils sont là-haut en train de se moquer de nous. » Il fit une pause. « Il est temps de traverser la rivière. » Max leva les yeux vers la lune et jugea, d'après sa position, qu'il devait être environ 8 heures. « Il est encore tôt et nous sommes pratiquement à l'heure, à moins d'autres surprises, » sourit-il nerveusement. Il se tourna et fit face à sa famille. « Encore une 50aine de mètres, et nous traverserons tranquillement la rivière. Nous sommes presque en novembre, l'eau va être fraîche, je dis juste. Reprenons notre route. » Il se retourna et commença à se faufiler dans les broussailles, aussi silencieusement qu'un ours se déplaçant dans la forêt. Sam était définitivement bâti pour ce genre d'activité. Avec son visage sombre et peint à la graisse, ses yeux ressemblaient aux faisceaux lumineux flottant sur la rivière, absents de tout navire les transportant, juste la lumière blanche, invisible de tout sauf leur rondeur qui brille dans l'obscurité. 8 d'entre eux, les garçons et plus tard Janie, avaient pratiquement grandi près du bois. Quand le père de Pop, Poher, était en vie, il les descendait et ils restaient tous dans des sacs de couchage dans la cabane en tôle, un garage qui avait également servi de logement à Popper. Popper faisait des allers-retours entre la ville et Springfield, où vivait sa douce épouse Nanny et le bois. C'était l'endroit qu'il aimait. Il aimait aussi emmener son fils avec lui. Pop avait grandi comme ses garçons, profitant du plein air et jouant dans le courant du sac et de la fourchette où le petit sac se retrouvait près du vieux pont de ciment. C'était une époque que tous les enfants aimaient et espéraient vivre éternellement dans le monde du bois. Des souvenirs ont été créés qui ont résisté au temps de grandir et de déménager. Les enfants de Pop ont fondé leur propre famille et se sont dispersés à travers le pays, dispersés à des kilomètres et des kilomètres des souvenirs créés, des pointes de flèches de tribus indiennes trouvées dans la terre labourée des jardins de Popper, des serpents à tête cuivrée pris en embuscade, tandis que le gros membre restait sous le vieux mur rouillé. Le capot de Lincoln était relevé pour les surprendre à se prélasser dessous, chauffé par le soleil qui brillait. Skate portait fièrement pendant des années un chapeau de cow-boy en paille, sur lequel Pap avait enveloppé une peau de cuivre écorchée
et frites autour de son bord. Des cibles placées à des distances qui augmentaient à mesure que tous leurs tirs avec divers fusils et armes de poing devenaient plus précis grâce à la pratique. Des cabanes dans les arbres étaient construites dans les grands arbres de tout le territoire, des forts qui les protégeaient des Indiens qu'ils imaginaient se cacher certainement dans l'attente de les capturer et de les scalper. Des enfants qui avaient la liberté de se déplacer et que la plupart de leurs amis n'avaient pas la chance de posséder. Les meilleurs amis de chacun qui avaient la chance d'avoir des parents qui placeraient la confiance de leurs enfants auprès de maman et papa pour qu'ils viennent avec nous et partagent nos aventures. Nick avait été celui qui avait eu le plus de mal à se fondre dans la famille mixte, assez vieux pour développer du ressentiment envers un autre homme qui tentait de l'engendrer alors que son père biologique vivait trop loin dans un monde dans lequel lui et Skate ne s'adaptaient plus. Nick avait 14 ans et était l'homme de la maison de maman. Il considérait Pop comme un adulte qui lui volait sa capacité à être l'homme de la maison. Skate, 10 ans et désespéré d'avoir une figure paternelle dans sa vie, s'est retrouvé dans une situation difficile. Les 3 nouveaux demi-frères admiraient tous Skate, qui, avant leur arrivée, n'était que le plus jeune sans aucune responsabilité. Le chaos était inévitable lorsqu'un monde se brise et qu'un autre se forme à partir d'un autre qui s'assemble en un seul. Le bois a aidé à tout fusionner. Nick a finalement accepté et a commencé à aimer aussi Pop. Il a également appris à aimer la terre comme nous tous, trouvant qu'elle était le sanctuaire qu'elle était. Oui, c'était le bon endroit pour l'envoyer dans son nouveau monde, au niveau supérieur, tout comme c'était le bon endroit pour répandre les cendres de Pop dans la rivière qu'il aimait tant. La mort de Nick était encore une autre façon, comme celle de Pop, de rassembler une fois de plus notre famille dispersée à des centaines de kilomètres les unes des autres, une manière douloureuse d'y parvenir et qu'aucun d'entre eux ne demanderait. Mais le cadeau collatéral d'une chose aussi sincère avait une lueur d'espoir cachée à l'intérieur. Le fait que c'était seulement moins d'1 an après la mort de Pop et que ce soir, c'était Halloween, a donné à toute l'affaire une tournure qui resterait probablement fraîche dans tous les esprits. Chaque participant pour toujours, même celui de maman, dont la mémoire devenait difficile à conserver. Toutes ces pensées se mélangeaient dans l'esprit de Skate, alors que la glaciale de la rivière Sac engourdissait ses pieds et ses jambes pendant qu'il attendait de l'autre côté. Ses yeux se concentraient sur le rivage de gravier autrefois familier dont il avait grandi. Lui et ses frères et sœurs sautaient des rochers plats dans des compétitions pour savoir qui pouvait faire flotter leur rocher le plus loin, tandis que chacun tentait de compter les sauts qu'il faisait, laissant plusieurs anneaux en croissance sur la surface lisse de l'eau, attrapant des crabes et une fois s'emparant de leur corps, évitant leurs pinces, saisissant leurs prises, poursuivant Janie autour du rivage alors qu'elle criait de peur en vain, sachant que nous ne les laisserions jamais s'accrocher à elle, changeant d'avis sur la nage pour la journée alors que nous regardions le serpent se frayer un chemin à travers le lot vers nous avec curiosité, nous chassant de son territoire jusqu'au lendemain où son corps habile n'était plus au centre de notre mémoire. Couper des bâtons gris en bâtons de la taille d'une cigarette et les fumer, souffler des anneaux de fumée dans l'air et les regarder grandir alors qu'ils s'élèvent dans le ciel, croyant qu'ils s'élèveraient suffisamment pour faire partie des nuages gonflés au-dessus. C'étaient des souvenirs qui ne nous quitteraient jamais, des souvenirs partagés. Nick deviendrait désormais l'un de ces souvenirs doux amers mais enfermés dans leur éternité. Skizzy avait fait part de ses souhaits à Mallory lorsque sa fin était arrivée. Ses cendres devaient être dispersées sur le rivage rocheux de Senna Point à Oahu, à Hawaï. Mais ce soir, il voulait ajouter à ses vœux. Il lui dirait qu'il voulait qu'une partie de ses cendres soit dispersée dans la rivière comme Pop. Les 9 enfants de Nick, Doug et le pasteur Jim, étaient les seuls étrangers invités à y assister. Doug parce qu'il était un si bon ami de la famille, et le pasteur Jim parce qu'il avait été à un moment donné le mentor de la foi de Nick. Il avait éloigné Nick de ses jours de jeunesse rebelle, sauvage et induit par la drogue. Le dernier des jours hippies. Un drôle de souvenir est venu à l'esprit de Skate d'une discussion qu'il avait partagée dans le parc où la famille s'était réunie pour un pique-nique avant les funérailles. Aujourd'hui, il a parlé de l'arbre à marijuana, un arbre que tout le monde connaissait comme le lieu phare du mouvement hippie de Springfield et Medad dans les années 70. Ils s'étaient rassemblés dans des tentes et avaient fait un sit-in près du plus grand et du plus vieil arbre, fumant de l'herbe et brandissant des signes de paix et d'amour. Salara avait entendu la conversation et avait interrogé son grand-père avec curiosité. « Grand-père, veux-tu me parler de l'arbre à marijuana ?»
L'épouse de Skik et sa belle-sœur Katie ont ri en interrogeant son grand-père sur l'arbre à marijuana. Les deux femmes entonnèrent rapidement ce qui semblait être une chanson bien répétée. Les deux se sont immédiatement harmonisés. « Grand-père, s'il te plaît, parle-moi de l'arbre à marijuana, n'est-ce pas s'il te plaît ?» Toute la table de pique-nique remplie de toute la famille éclata de rire unanime. Il a fallu le planifier car quelqu'un l'a filmé en vidéo, et c'est rapidement devenu une bobine sur Facebook. C'est la seule chose qui a brisé la tristesse de l'occasion du pique-nique. Le pasteur John a commencé le service. Maman était assise sur une chaise de jardin que la femme de Brian avait emportée depuis le bateau. La famille tournait autour de l'étui de guitare, dans un silence respectueux, à part le bruit des reniflements et des soupirs que l'on attend des amis et, bien sûr, de la famille. Ce jour n'est pas le genre d'Halloween habituel auquel on est habitué. Bien que nous soyons tous tristes de la perte qu'entraîne cette veille sacrée inhabituelle, nous reconnaissons que Nicholas Lawrence Saint restera toujours dans nos cœurs. Son passage ici. La terre ne semblait pas être assez longue pour étancher notre soif de sa présence, mais notre Créateur avait de plus grands projets pour lui qui devaient être réalisés. Il nous manquera et restera aimé et rappelé pour toute la gentillesse et l'amour qu'il a partagé. Mais, alors que les paroles du pasteur étaient prononcées, les feuilles et les arbres ont commencé à bruisser sous l'effet du vent qui commençait à se lever. C'était presque comme si le monde environnant du bois s'exprimait de la seule manière possible. L'apparition des mystérieuses lumières sur la rivière lors de leur entrée dans le domaine adoré ne pourra probablement jamais être expliquée ou comprise. Le vent calme mais étrangement fort qui les encerclait soudainement semblait être compris par tous, comme étant les esprits des êtres chers perdus, évoqués à partir des souhaits des âmes inconnues, qui résidaient probablement encore d'une manière ou d'une autre dans ces périmètres, envoyés pour rappeler à chacun des personnes rassemblées que Nick n'avait pas complètement disparu de leur vie. Une fois les paroles du pasteur terminées, chaque frère et sœur a adressé un court message aux frères qu'ils ont perdus avant que Max ne soulève l'étui de guitare et n'emmène ses frères et sœurs à le suivre vers le bord de l'eau. Janie tenait une bougie parfumée au café, une boisson dont Nick aimait prendre, chaude ou froide. Cela ne semblait jamais avoir d'importance combien de temps il était resté près de lui. Elle l'alluma et l'arôme se répandit rapidement autour de la famille regroupée, comme pour les envelopper de son odeur de bière fraîche. Les frères tenaient tous l'étui à guitare, alors qu'ils le plaçaient doucement sur la surface de la rivière Sac, le tenant jusqu'à ce que Janie place la bougie sur son couvercle. Les cris de douleur de maman résonnaient par-dessus tous les autres, alors que les cendres de son fils aîné dans son récipient étaient doucement libérées pour couler le long de la rivière jusqu'à ce que la gravité finisse par entraîner sa tombe imbibée d'eau dans ses profondeurs. Le scintillement de la flamme de la bougie était comme un phare disparaissant dans la nuit, alors qu'ils regardaient tous avec des yeux flous, debout dans une révérence silencieuse. La famille sur le côté a tous pris une profonde inspiration, alors que leurs yeux s'illuminaient soudainement grâce à une paire de lumières flottant vers eux derrière ceux qui se tenèrent dans l'eau. Avant que les frères et la sœur puissent se retourner pour voir, le reste de la famille remarqua un halo lumineux de lumière qui les traversait sur son chemin, suivant la lueur disparaissant de la bougie alors qu'elle était lentement engloutie par la rivière. Aucun mot prononcé, aucune goule ou gobelin n'a été vu. Aucun nouveau propriétaire n'avait pris d'assaut le sanctuaire temporaire des terrains creusés et adorés du Saint par les bois. La pleine lune sortit silencieusement de derrière les nuages gonflés qui l'avaient temporairement caché à la vue. Le hurlement solitaire d'un loup au loin fut le dernier son entendu, alors que la famille sainte et ses amis commençaient à rassembler leurs pensées et à retourner au bateau pour terminer leurs funérailles d'Halloween pour Nicholas Lawrence Saint. La lueur inconnue de la lumière planait lentement sur la surface de la rivière, jusqu'à ce qu'elle soit elle aussi engloutie par l'obscurité de la nuit. Nous l'avons fait. Nick est entre tes mains, papa. Joyeux Halloween. Je suppose que nous nous reverrons ici au bois à un moment donné, dit doucement Sam, alors qu'une larme coulait sur sa joue et tombait dans la rivière alors qu'il poussait le bateau retourne vers le centre de la rivière.